Chapitre 3. Anamnèse. Fil de trame, fil de chaîne, tisser le grand œuvre de ma vie. La femme indigo est venue à moi et elle m'a soufflé le plus grand des secrets. Comment faire naître les histoires en tissant un à un les fils ténus de ma mémoire. Fil de trame et fil de chaîne, une harmonie parfaite avec l'ensemble de l'œuvre. Corps immobile et pensée fluide, je tire un à un les fils ténus de mon histoire. Tout est sombre, imprécis. Corps immobile et pensée fluide, au beau milieu du grand hôpital, des images me viennent. Une confusion d'images, de mots, d'odeurs et de sons. Et ce froid au plus profond de mes entrailles. Ce froid sur ma peau comme des tenailles. Ma mémoire est une belle bois dormant qu'aucun prince charmant ne réveille. Elle est entourée d'une forêt dense, un foisonnement d'arbres et de ronces, de feuilles mortes et d'herbes couteaux. Ma mémoire est une belle capricieuse. Les souvenirs s'enfuient lorsque j'approche. Couper, arracher les hautes herbes de la forêt dense, celles qui m'égratignent et me blessent. Dans la forêt de mes souvenirs, sous un manteau de feuilles mortes, une maison m'apparaît. Une vieille bicoque aux peintures défraîchies, que son étage et sa véranda ne parviennent pas à égayer. Lorsqu'on pousse la porte de la maison, c'est d'abord une salle à manger lugubre, avec en son milieu une table rectangulaire en bois massif. Elle est recouverte d'une épaisse couche de poussière. Dessiner un sillon du bout de mon index. Laisser ma trace dans la poussière épaisse. Des lianes immiscent leurs longs tentacules dans les fentes des persiennes. Une colonie de crapauds jaunes, dérangée par le bruit de mes allées et venues, fuit en sautillant hors de la maison. Et puis, c'est une autre pièce, une chambre à coucher, avec un lit grandiose. Un lit dont les panneaux sont ouvragés. Sur la tête de lit, des grappes de raisin, des cornes d'abondance et des chérubins aux ailes déployées. C'est un lit grandiose en vérité. Un lit qui donne de pur sommeil d'aristocrate. Ma mémoire est une belle bois dormant qui me raconte des histoires. Les histoires que lui souffle mon impatience. Petit à petit, la maison prend vie. C'est une maison aux planches mal agencées qui laisse passer de longs rubans de lumière. Ni nuit noire, ni clair matin, les êtres et les choses y prennent les contours, la consistance et les échos d'un univers fantomatique. Dans la maison délabrée, je retrouve les images de mon enfance. L'esprit bercé par la musique de la campagne, je rappelle du fond des âges la magie de mes premières années. Et les images se bousculent dans ma tête. Des silhouettes impalpables semblent s'animer dans la pénombre. Tous mes ancêtres, génération après génération, ont vécu dans la maison. Et cette idée crée en moi un sentiment étrange, une sorte de crainte mêlée de nostalgie. Une vieille dame aux cheveux tout blancs prépare le petit déjeuner, les pieds nus devant le fourneau. C'est ma grand-mère. Elle s'est levée tôt matin pour prendre soin des siens. Mais voilà qu'une pluie s'abat sur la maison. Une pluie du temps d'hivernage, aussi grosse que subite, s'abat sur le toit de tuiles à grand fracas. Elle ne semble pas vouloir cesser. Faire corps avec la maison, subir et affronter tour à tour les caprices de la pluie et du vent. De longues heures à attendre que le déluge s'arrête. Et il se calme enfin. La pluie se fait fine et rafraîchissante. Marcher sous la pluie comme quand j'étais enfant. Des torrents de boue et leurs cascades tonitruantes dévalent les mornes, emportant tout sur leur passage. Feuilles sèches, arbres morts et branchages. Des ruisseaux surgissent de partout et m'obligent à faire de grands détours, des détours qui allongent ma route. Enjamber les troncs d'arbres, traverser les ravins, patauger dans les flaques de boue, ravi d'être éclaboussé, aspergé, douché par les eaux en délire. Unir tout mon être à la boue noire des mornes, jouissance infinie d'un corps à corps avec la nature en liquéfaction. Fragile et forte au milieu du déchaînement des eaux. Cécile, qui connaît le fond des âmes, sait ce que sont toutes ces forêts, lieu symbolique de toutes les perditions. Forêt sombre, forêt aux mille et une ombres, c'est souvent aux premières heures de l'existence que se nouent les nœuds qui nous emprisonnent.
l'enfance n'est pas toujours propice aux rêves. Que l'enfance soit ou non favorable, il nous faut tout de même grandir. Grandir malgré les hoquetements des jours qui viennent. Grandir et coûte que coûte devenir qui l'on est. Cécile sait bien que l'enfance pèse de tout son poids sur une vie qui se construit. Elle me parle tout bas et sa parole est une danse. Ses phrases tournent sur elles-mêmes, telles de belles demoiselles, et ce ne sont que glissades, sauts de chat, arabesques et pirouettes, pas chassées et pas chaloupées, cabrioles et révérences. Les paroles de Cécile tournent, un beau manège de mots. Cécile me dit des mots qui me délivrent et qui m'apaisent. Même au plus profond des ténèbres, trouver la lumière et danser ma danse. La femme indigo me montrant du doigt le chemin des mots. Rappeler du fond des âges les images de mon enfance. Ma toute petite enfance, traversée par des moments aux teintes multiples. Des moments sombres et graves, des moments lumineux, des moments illuminés par des rayons de soleil. Des moments où les années tendres donnent à la vie une naïve transparence. Et puis, des moments dans l'entre-deux, mi-gravité, mi-légèreté. C'est à ces moments-là que la béatitude de l'enfance vous laisse et vous délaisse. En vérité, je ne sais pas grand-chose de ma petite enfance. Et les quelques bribes que je retrouve flirtent avec le mystère. De Rosita, ma première mère, je ne garde que le son de la voix, une vibration sourde qui me rassure lorsque, la tête contre sa poitrine, je sombre dans un sommeil. Il y a aussi un biberon en verre, avec des graduations orange, que je mordis comme un vieux chewing-gum. Ma maman et moi, deux cœurs qui battent à l'unisson. Nostalgie d'une fusion parfaite. Je suis la fille de Rosita, comme dans un rêve. C'est en 1963 que je suis arrivée dans la vie. 1963, c'est aussi l'année du cyclone Edith. En septembre, Edith s'apprêtait à souffler sa colère sur les mornes. En décembre, je naissais. Ce matin-là, lorsqu'ils s'étaient réveillés, mes parents avaient flairé le malheur qui se préparait. Lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts. Mon père, attentif à la mer, l'avait longuement observé. Calme plat, rien ne bouge, pas même une feuille. Un cyclone s'est formé sur l'océan Atlantique. Tout l'air est aspiré par le monstre malfaisant. Le cyclone Edith se prépare. Il s'affaire. Autour de son œil grand ouvert, les nuages s'enroulent dans un sens contraire aux aiguilles d'une montre. Une masse de nuages tournoyants avance. L'air est lourd, on suffoque. Comme une louve famélique, un destin semble dresser sur ses pattes et observe. Dans le ciel qui était clair, un voile de cirrus couvre l'horizon. La mer s'agite, les vagues gonflent. Le ciel est de plus en plus bas. Il semble vouloir s'affaisser sur les têtes. Depuis un certain temps, de sa fenêtre, une femme en grand désir d'enfant scrute l'horizon. Elle cherche une porte ouverte, épie le moindre signe. Elle observe notre famille, riche de ses 14 rejetons. Il lui faut trouver une porte, une fenêtre. Lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts. Déjouer toutes les tempêtes. La femme en grand désir d'enfant observe souvent ma mère et sa marmaille. Tout ce que la femme souhaite pour elle-même est enfermé dans la maison de mes parents. Ma maman, assise sous un manguier qui croule de fruits mûrs. Ma maman, occupée à laver du linge près d'un grand bassin, ses petits derniers à ses côtés, jouant dans le sable noir. Tchikiti tchikiti tchi. Rosita, une mère de famille comblée, au milieu de tous ses enfants. Tchikiti tchikiti tchi. C'est la musique du bonheur. Elle fait gicler le savon. Tchikiti tchikiti tchi. Rosita, entourée de tous ses enfants, feu follet sur le sable noir. Et les rires qui résonnent emplissent la maison. Tchikiti tchikiti tchi. C'est le bruit d'une mère heureuse dans une cour inondée de savon. Lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts. Déjouer toutes les tempêtes.
Le cyclone Edith est là. Un grain s'abat à grand fracas sur le toit de tuiles. Le vent souffle. On rentre les animaux. Toute la famille se réfugie dans la maison. Le cyclone Edith est là. La pluie se renforce. On ferme les portes et les fenêtres. Le cyclone Edith est là. Il tournoie. Et la voisine, en grand désir d'enfant, est à son poste derrière ses persiennes. Elle observe la maison de mes parents. Le cyclone Edith est là. Le cyclone Edith prend force. Les vents sont très puissants. Les arbres ploient. Les branches se cassent. Les gros arbres, les arbres les plus imposants, semblent des fétus de paille. Le cyclone se renforce. On ne fait plus de gamme. On ne prend aucune pause. Qui pourrait tenir debout dans un ouragan? La pluie redouble d'intensité, mais la voisine est toujours là. La mer se fâche, elle écume de rage. Les vagues se fracassent à grand bruit sur les plages. Les vagues envahissent la côte. Déluge torrentiel. Des trombes d'eau. Les vents rugissent. Ils font trembler les maisons. Les tuiles s'envolent. Tintamarre, fracas assourdissant. Et la femme aussi gagne en détermination. La femme aux grands besoins d'enfants, cachée derrière ses persiennes, vient de prendre une décision. En contemplant le spectacle de la pluie et du vent sur le toit de sa voisine, la dame au grand désir d'enfant rêve. Et tout ce qu'elle souhaite pour elle-même est enfermé dans la maison voisine. Rien ne l'empêchera de la voir. Elle trouvera une clé. La pluie s'écrase à grand fracas sur le toit de la maison de sa voisine. La femme est un grand témoin, dissimulé derrière ses persiennes. Liez les vents qui se déchaînent et conjurez le mauvais sort, déjouez toutes les tempêtes. Le cyclone Edith gronde. Ma famille s'est réfugiée dans un coin de la maison. Un éclair inonde la pièce d'une lumière vive. Les yeux s'arrondissent de terreur. Le tonnerre gronde. Il éclate. La peur s'est emparée de ceux qui guettent. Maman a peur. Moi, je suis encore à l'abri dans son ventre. Mais je ressens chacun de ses doutes, chacun de ses affolements. Mes sœurs et mes frères, eux aussi, ont peur. Ils se serrent les uns contre les autres dans la maison qui tremble. Et puis, tout ralentit. Calme plat. Le temps s'est éclairci. D'immenses murs de nuages blancs brillent dans le soleil. Les vents se figent soudainement. L'air est chaud, l'air est humide, c'est l'étuve. On suffoque, on ne se réjouit pas. L'œil du cyclone nous regarde, il nous voit. Il épie la moindre de nos peurs, de nos terreurs, et s'en nourrit. Toutefois, on sait que ce n'est pas encore le beau temps. La femme en grand désir d'enfant organise des stratagèmes. L'œil du cyclone est au-dessus de notre maison. On attend. Les arbres semblent en apesanteur. Leurs branches bougent au ralenti. Liez les vents qui se déchaînent et conjurez les mauvais sorts, déjouez toutes les tempêtes. Le cyclone Edith tourbillonne. Le ciel s'obscurcit à nouveau. Le cyclone Edith tourbillonne. Les vents et la pluie redeviennent violents. Des trombes d'eau à nouveau. Le cyclone secoue violemment les maisons. Il fracasse tout ce qu'il trouve sur son passage. Vision apocalyptique du cyclone qui s'abat sur les hommes comme un mauvais diable. Rien ne l'arrête. Il s'en donne à cœur joie. Et puis, il s'en va lentement, prend une autre direction, tourne sa colère sur la mer. Il flaire. Il est déjà en quête d'une autre terre. Après le passage du cyclone Edith, on a ouvert les portes et les fenêtres. Désolation. Des torrents de boue, des toits envolés. Tout un fatras d'objets hétéroclites partout. Des bananiers couchés dans les champs, des branches tombées sur les routes. Du nord au sud de la Martinique, les routes barrées par des branches tombées et des débris en tout genre. 4 morts, une trentaine de blessés et des dégâts matériels considérables. Lorsque le cyclone Edith s'est abattu sur la Martinique en septembre 1963, il n'a laissé que deuil et désolation. Liez les vents qui se déchaînent et conjurez les mauvais sorts, déjouez toutes les tempêtes.
la femme en grand désir d'enfant, est maintenant au beau milieu de notre maison. C'est la sécheresse de son ventre qui a donné à la voisine force et détermination. La force et la détermination nécessaires pour pousser la porte de la maison de mes parents. Décembre 1963, je suis dans les bras de la voisine, en grand désir d'enfant. La vision d'un enfant dans les bras d'une femme est un spectacle des plus fascinants. C'est l'image même de la vie perpétuée à l'infini. Qui pourrait résister à un tel spectacle? La voisine vient de plus en plus souvent chez mes parents. Elle n'a Dieu que pour moi. D'abord, c'est comme un jeu. Elle s'essaye dans le rôle d'une mère qui chante des berceuses pour son enfant. Puis, de plus en plus souvent, au moindre de mes pleurs, elle vient me prendre pour m'emporter dans sa maison. Peu à peu, elle s'habitue à ce jeu. Mes parents aussi s'habituent à ce jeu. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'une idée tourne en rond dans l'esprit de leur voisine. Après une longue délibération avec elle-même, elle a décidé de changer le cours de son destin. Il lui faut réparer l'immense injustice qui lui a été infligée par la nature. Il lui faut donner au cours des choses un nouvel équilibre. Pour garder l'enfant qu'elle a pris l'habitude de charroyer comme une chatte charroie son petit, elle ne tarde donc pas à faire sa déclaration. Elle a tourné ses mots comme ont tourné les vents du cyclone Édith. Cet enfant, c'est la mienne, c'est ma fille, je vais l'élever comme une reine, vous n'avez aucun souci à vous faire. Mon père avait levé un sourcil, et ma mère, qui venait de perdre Charlie, mon petit frère, balançait. Elle soupesait chacun des mots de la voisine. Cet enfant, c'est la mienne, c'est ma fille, je vais l'élever comme une reine, vous n'avez aucun souci à vous faire. Rosita balance. Rosita est l'hésitation même. Laisser partir son enfant? Au moment où la voisine est entrée dans notre vie, Rosita était rongée par un grand sentiment de culpabilité. Pourquoi n'avait-elle pas pu sauver son fils de la dysenterie qu'il avait emporté? Pourtant, il aurait suffi qu'elle laisse bouillir l'eau des biberons comme Josette, sa plus grande fille, le lui avait recommandé. Elle se croyait impuissante devant les défis que lui lançait la vie. Il faut dire aussi que pour l'affaire des biberons, mon père avait été la résignation même. En cela, il s'était montré digne de toutes les générations de nègres, sur la peau desquels les rigueurs de l'existence gravent une sorte de mâle indifférence. Ils sont convaincus que ce qui arrive, arrive immanquablement, quel que soit leur souhait. La misère glace les émotions des nègres et désole le cœur des mamans créoles. On m'a raconté que lorsque mon père avait ramené le petit cercueil blanc de Charlie de l'hôpital dans le coffre d'un taxi de place, maman s'était effondrée. Son enfant, sa chair, dans le coffre d'un taxi de place. Charlie, désormais, avait disparu pour le reste de sa famille, mais il semblait avoir aussi, dans le même temps, été rayé du reste de l'humanité, réduit qu'il était au rang d'objet dans le coffre d'une voiture. Assurément, ce n'était pas sa place. C'était peut-être ce sort que maman voulait m'éviter. Je ne sais. Alors, devant l'insistance de la voisine, elle m'avait laissé partir. Après d'interminables hésitations, maman m'avait laissé partir. Peut-être que ne l'aurait-elle pas fait si la situation avait été autre. C'est ainsi que par un triste concours de circonstances, le paradis de ma petite enfance avait pris fin. Le hasard ayant placé sur mon chemin une femme en grand désir d'enfant. Lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts, déjouer toutes les tempêtes. Les yeux de Cécile s'assombrissent. Elle est au cœur de ma tempête. Comment se noue le destin? Pourquoi certains semblent-ils vouloir jouer des airs tristes au commencement de la vie?
Cécile n'a pas de réponse. Elle écoute patiemment tous mes mots. Certains humains sont bien étranges. Des coups du sort, ils puisent force et détermination. Une force et une détermination qui leur permettent de s'accrocher à la vie, déjouer toutes les tempêtes, lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts.